Salut, je sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo, si c'est parce que tu as cliqué dessus ou si c'est parce que, effrayé d'une vidéo de plusieurs heures, tu t'es dit non, il y a que cette vidéo là qui m'intéresse parmi le bilan 2023 de Flavien. En tout cas, bienvenue. Donc, l'idée, cette introduction va être là pour toutes les vidéos un peu sorties du bilan 2023 qui sont là si vous avez trop peur de la durée globale du bilan et qu'il y a juste telle catégorie qui vous intéresse. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est extrait directement de la vidéo globale du bilan 2023, ce qui fait que, où je parle vraiment de tous ces jeux et même plus, où j'ai catégorisé comme ça, compartimenté un peu par type de jeu et par catégorie. Donc je vais vous dire après ce qu'il y a si vous êtes curieux, mais donc juste soyez conscient que c'est sorti d'un truc plus global. Alors normalement j'ai essayé de faire gaffe, mais il est possible qu'il y ait ici et là quelques incohérences ou quelques trucs dont la référence n'apparaît pas dans la vidéo, c'est que ça vient d'une autre partie de la vidéo bilan. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, là vous êtes dans celle-ci qui est, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, si jamais il y avait aussi les déceptions, les trucs originaux mais pas forcément entièrement aboutis, les trucs qui sont un peu du réchauffé, un peu du déjà vu mais qui sont agréables. Il y avait aussi les jeux solo, les jeux à deux, les surprises, les ressorties, donc c'est les vieilleries qui sont ressorties en 2023, et également le top du top, évidemment, les quelques jeux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, là je sais pas dans quelle partie vous êtes, vous y êtes, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes là par choix, j'espère que personne vous a contraint, mais encore une fois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont en lien dans la description, etc. Vous pouvez le faire ici aussi, comme sur l'autre bilan, vous pouvez mettre un petit pouce, il y a un petit Buy Me a Coffee dont je vous mets le petit QR code et puis le petit lien si jamais vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, vous attendez juste à aucune contrepartie, c'est pas le but, voilà, n'hésitez pas à commenter, pour le coup, sur le bilan 2023, je vous invite à commenter sur n'importe quelle partie, autant ici, n'hésitez pas à commenter mes choix dans la catégorie dans laquelle on est, et à parler des jeux que vous avez découverts dans cette catégorie, alors que ce soit les déceptions, les jeux à deux ou quoi, ça dépend en fait du titre de cette vidéo. Voilà, on part en fait pour l'intro qui était dans le bilan 2023 de cette catégorie, qui peut-être ne va faire aucun sens, mais en tout cas, on y va. Allez, c'est la dernière partie de la vidéo, si vous l'avez regardée en entier, c'est le moment de finir par les jeux qui m'ont vraiment le plus marqué en 2023 de manière positive, ceux que je juge vraiment les meilleurs de 2023, parce qu'évidemment il y en a, j'ai parlé de déception, j'ai parlé de trucs où le plaisir était incomplet, où il y avait plein de nuances. Ceux-là, alors il peut y avoir parfois des nuances quand même, mais ça reste les jeux qui vraiment m'ont le plus convaincu. Alors si vous suivez un peu les vidéos de découverte mensuelles, vous allez forcément avoir des redites, parce que en gros ça va être des jeux qui sont à chaque fois apparus dans les tops. Donc voilà, si vous les connaissez pas, allez les voir, et j'y dis sûrement d'autres choses. Je parle de ces jeux dans plein d'autres parties à chaque fois. D'abord, on va commencer par ceux qui sont passés pas loin du top. Il y a Magic Trick, qui est en fait le seul qui était pas dans un top et qui petit à petit dans l'année s'est imposé. Un peu comme Star Wars The Deck Building Games, qui si je devais refaire les vidéos de l'époque, aujourd'hui je le mettrais sûrement dans un top. Il y en a comme ça, il y en a que je descendrai de catégorie peut-être, mais Magic Trick, ouais, vraiment une super découverte de Chris Way cette année. Donc qui est pas bien loin du top. Il y a aussi Antinomy, alors sans doute pas de la qualité des autres jeux dont je parle, mais par contre le fait qu'il y ait un jeu de cette qualité dans cette collection, c'est ce que j'ai un peu dit quand je parlais des jeux à deux, c'est vraiment, je pense, pour l'instant de ce que j'ai joué, parce que j'ai pas joué à tous, mon préféré de la collection chez Matago qui adapte les microgames de Button Shy, et c'est vraiment très très solide. C'est vraiment un jeu que j'ai ressorti plusieurs fois dans l'année, que j'ai fait découvrir, donc j'aime beaucoup l'équilibre à tout niveau, et je suis ravi que dans cette gamme, en plus d'Insurmontable qui est sorti cette année et qui est très bien, il y a vraiment ce truc que je pourrais vraiment qualifier comme un très très bon jeu à deux. Jeu à deux toujours, alors celui-là, clairement je pense que il pourrait finir dans le top de l'année, et même au-delà de certains jeux, mais j'ai fait que 2 parties, que dans le mode de base, j'attends d'en connaître un peu plus, je sais qu'il sera dans les tops d'une vidéo mensuelle, sans hésiter, mais General Orders World War II, qui est disponible qu'en anglais pour le moment, j'espère qu'il sera disponible peut-être chez Nuts, parce qu'il mérite vraiment la découverte. Petit jeu de David Thompson, Trevor Benjamin, où il y a ce côté wargame, avec un peu de cartes, avec un peu de pose d'ouvrier et tout, qui arrive à faire un truc très concentré d'une 20-30 minutes, mais avec beaucoup de choix, beaucoup de décisions, beaucoup d'impact, et quand même un peu de hasard ici et là qui est le bienvenu. Donc super découverte, clairement celui-là il aurait sa place dans l'étagère, d'ailleurs je vais les mettre, hop, quand même, mais j'attends quand même plus de parties. Potage sauvage ensuite, dont j'ai fait un jeu du mois chez Proxy Jeux, alors les visuels et tout, j'ai critiqué notamment l'édition à plein de niveaux, la boîte est trop grande, il y a des trucs qui auraient pu être améliorés.
Je sais que c'est Knizia, que c'est chiant de changer des trucs avec Knizia, mais pour moi il y avait encore du travail à faire dessus. Mais ça reste un jeu qui n'est pas pour tout le monde parce que c'est un jeu très très méchant, mais où je trouve que il remplit super bien son contrat, des contrats qu'on doit aussi remplir pendant la partie. Il y a cette originalité de l'espèce de seuil, c'est un jeu de 2002 qui a toujours sa place en 2023 complètement. Je suis ravi qu'il soit ressorti. J'ai beaucoup joué à 2, alors c'est clairement pas la bonne config, hein. Yellow aurait pu supprimer peut-être la config à 2, mais ouais, dans les jeux du genre, c'est pas le meilleur jeu de pli que j'ai découvert cette année. Il est à la limite du jeu de pli comme dit, mais en tout cas beaucoup de plaisir sur Potage Sauvage. Le dernier comme ça de cette liste de jeux qui auraient pu figurer, c'est Hipparchus, qui est une découverte donc tardive hein, puisqu'il était dans le top de décembre. Et un peu comme c'est celui sans doute dont je parle avec celui-là qui est le plus proche d'être vraiment dans le top de l'année parce que j'en ai fait plusieurs parties maintenant avec plusieurs personnes et il y a ce côté très malin. Alors allez voir ce que j'en dis dans le top des jeux à 2 de 2023, mais il y a ce côté extrêmement malin de jeux de pli à 2 comme c'est les faire John Hill avec Jekyll versus Hyde, où il y a quelques petits twists et on va se dire ouais ben c'est des twists, c'est des gimmicks, et en fait tous les gimmicks se rassemblent pour donner un jeu une proposition cohérente et très forte. Notamment ne pas changer les cartes de place dans sa main, ce qui est pas courant dans un jeu de pli, c'est intéressant de fait de le revoir repris dans un jeu de pli là où c'est plutôt souvent dans des jeux de défausse ou d'escalade. Également, alors là aussi un peu comme Potage Sauvage, beaucoup trop grand en termes d'édition. Super beau travail de Blijo au niveau des illustrations, bien meilleur que Ptolémie qui est un peu son cousin de jeu de défausse, mais un peu sur le même thème. Et il y a l'autre gimmick des cartes où il n'y a pas de valeur dessus et qui est un peu le pendant de Cat in the Box, qui Cat in the Box aurait pu aussi ne pas être bien loin de cette vidéo. Mais voilà donc pour les jeux qui frôlent un peu le top, qui peut-être dans un autre mood, peut-être dans quelques mois, après plus de parties ou quoi, aurait pu y entrer ou même remplacer certains jeux. Mais voilà, maintenant je vous propose qu'on passe vraiment aux, je sais plus combien il y en a, mais aux quelques jeux qui m'ont le plus marqué en 2023. Et comme d'habitude, on va un peu commencer par des jeux qui sont pas présents derrière moi, que je ne possède pas. Il y a Scram, que j'ai joué uniquement en numérique, qui n'est pas encore disponible en français, un jeu chez Bézier Games, ce qui est trop fort avec Scram, je l'ai mis dans ma vidéo, dans la partie sur les meilleures surprises, parce que ça reprend le système du jeu du golf, et ça le transcende, et ça en fait un jeu incroyable. Il y a d'autres jeux qui utilisent le jeu du golf, le plus connu c'est Skijo, Ilo aussi, qui était repris chez Gigamic, en disant non, c'est pas un plagiat de Skijo, non, on s'inspire du jeu du golf. Si Skijo n'était pas sorti, jamais ils auraient fait un jeu qui s'inspire du jeu de golf, soit. Il y a Aetheria, je sais plus quoi, qui réutilisait ça, même si j'ai pas eu des retours flamboyants dessus. Il y a Cabo, beaucoup plus vieux, qui l'utilise de manière, pour moi, un peu plus intéressante que Skijo, avec notamment le système de mémoire. Il y a Omerta, que j'ai découvert cette année aussi chez Helvetic, qui est assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Et donc il y a Scram. Et Scram, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait un jeu en équipe, et ça change tout en termes de dynamique. Moi j'ai joué que à 4, donc 2 contre 2. Il y a des cartes à pouvoir, ça c'est pas le seul qui le fait, Omerta c'était un peu le cas aussi, mais les pouvoirs sont bien trouvés, même s'il y en a certains que je trouve un peu déséquilibrés ou que je trouve un peu surpuissants en fin de manche, et ce qui fait que parfois il y a certaines manches qui peuvent un poil s'éterniser trop pour le bien du jeu. Mais sinon ouais, le côté en équipe change vraiment la dynamique, parce que quand on va dire Scram, donc quand on va mettre fin à la manche, notre partenaire va avoir encore un tour de jeu. Il y a notamment le fait qu'on puisse faire défausser notre partenaire, puisqu'on peut défausser plusieurs cartes, un peu comme dans Skijo. Si on a un Skijo, vous savez, c'est les cartes de la même valeur. Là, si j'ai plusieurs cartes de la même valeur, je peux les défausser en même temps. Mais je peux défausser les miennes et celles de mon partenaire, et du coup il y a tout une espèce de hand management entre notre main et celle de notre partenaire. Alors il y a un côté mémoire qui est absent moi de l'application, parce que j'ai activé l'option qui dit en fait enlève-moi la mémoire, c'est-à-dire que je sais un truc à un moment, je le sais pour de bon et j'ai pas besoin de m'en rappeler. C'est d'autant plus vrai en numérique où vraiment moi mon esprit vagabonderait je ne sais où. En vrai, évidemment il y a sans doute pas cette option là, peut-être que si, je sais pas dans le livret de règles. Donc je sais pas comment ça donnera en vrai, mais vraiment ouais, j'en ai fait beaucoup de parties, plusieurs dizaines, et je trouve ça vraiment brillant la manière dont ce jeu en équipe arrive à complètement donner à ce bête jeu du golf une dimension tout autre, avec des choix très intéressants, et encore une fois tout ça c'est grâce aux pouvoirs qui sont bien trouvés, et aux règles et la manière dont on peut se défausser de cartes qui sont communes.
Je trouve ça assez brillant. Franchement, enfin, j'espère qu'il va arriver en français. Il y a plein de jeux Basic Games qui arrivent en français. Il y a cette année Cat in the Box, je crois, qui était chez Béziers, qui arrive chez Matago. Franchement, ça mérite complètement. Pour moi, c'est une petite tuerie. C'était une grosse surprise parce qu'encore une fois, le jeu du golf, pour réussir à en faire un truc aussi marquant, c'est pas forcément facile. Donc Scram, clairement un des meilleurs jeux de 2023. Le deuxième qui est absent, c'est Fauna de 2008 de Friedman Friese, dont vous voyez peut-être un autre jeu de l'O7 auteur dans le coin, dont je parlerai plus tard. Donc Fauna, jeu incroyable de simplicité et de la manière dont en fait tout ce qu'on va avoir comme choix et ce qu'on va prendre comme décision et dont les subtilités vont se révéler vont découler en fait de cette idée très très simple. J'adore les jeux qui vont pas s'embarrasser de plein de complexité de règles, mais qui vont avoir cette complexité et cette subtilité dans leur pratique, dans la pratique de ces règles, dans l'application de ces règles. Et Fauna, c'est un petit peu ça. C'est un jeu dont j'avais entendu énormément de bien depuis des années, que ce soit 4 pions, 2-3, que ce soit Cyrus, que ce soit le passe-temps était ravi de la ressortie parce que c'est un jeu qui aime beaucoup aussi Simon. Donc c'est ressorti chez Atalia cette année avec je sais plus qui aux illustrations. Et il y a vraiment ce côté jeu intergénérationnel, vrai jeu familial sans tout le côté marketing qu'il y a derrière, et ça fait 15 ans qu'il est sorti, et il explose toujours à peu près la plupart des jeux familiaux qui sortent aujourd'hui. Il y a Expédition qui est ressorti aussi, allez voir la partie sur les ressorties de 2023, et pareil, il y a ce côté où tu te dis pourquoi sortir des nouveaux jeux médiocres, et qui sont de toute façon en dessous de ça quand des jeux comme ça existent. Et Fauna, il y a ce côté-là où t'es là et tu te dis, ouais, en fait, ça pourrait être un jeu de questions de culture G sur la faune, comme l'indique le nom. Je crois qu'il y a une version sur la Terra, je crois, que j'ai jamais essayé. Et en fait, comme beaucoup de jeux contemporains, ça arrive à twister ce côté question de culture G pour éviter d'être un Trivial Pursuit qui est un peu chiant. Là, en fait, le choix que ça fait, c'est de demander des informations sur les animaux, alors qu'ils sont assez quelconques, finalement. Ça pourrait être sous forme de questions de où est-ce qu'il vit, combien il mesure sa queue, quel est son poids, ce genre de trucs, sauf que, plutôt que de répondre à l'oral, le choix est fait qu'on réponde sur la carte, ou sur des échelles, avec des cubes, et tout en fait vient du système de scoring, où, il y a des points si on est exact, évidemment, sachant qu'il y a toute une échelle où, s'il vit dans peu de régions, forcément c'est plus dur à trouver, donc ça rapporte plus de points, et si on est adjacent. Et cette règle d'adjacence est super importante, parce qu'en fait elle va entraîner plein de trucs. Alors ça peut entraîner du bluff, où on va se poser un truc, alors qu'on n'en sait rien, mais on veut montrer qu'on est sûr, pour pousser les autres à commettre des erreurs. Ça va aussi pousser à choisir des régions, non pas parce que forcément on est sûr que c'est là, mais parce qu'elles sont adjacentes à plus de régions. Ça va mettre plein de petites stratégies en place qui vont être qui apparaissent pas dans les règles, mais qui vont apparaître lors de la pratique de ces règles et lors de la partie. Et c'est plein de trucs comme ça. Il y a aussi le fait de regarder l'image, c'est des illustrations, c'est pas juste des questions. Et du coup, il y a le petit nom en latin qu'on va pouvoir consulter, qui parfois va être porteur de sens, de signification, parfois pas du tout. Il y a l'illustration qu'on va pouvoir regarder, notamment peut-être qui a la queue ou quoi, et que on va essayer de regarder la proportion de la taille de la queue par rapport à la taille de la bête. Donc ouais, incroyable jeu. Je regrette juste, j'en avais parlé quand j'en avais parlé dans mes tops. Il y a quelques frontières que je trouve un peu moins claires, qui auraient pu être plus claires au niveau de la réédition. C'est aussi en début de partie un peu fiddly les petits cubes de points de victoire, parce qu'on commence plus ou moins après, ça se décante, donc c'est un peu moins le cas. Mais et puis ouais, j'ai rien à dire. Moi, c'est vraiment d'une évidence. Où ça fait partie de ces jeux qui sont évidents, élégants, et qui recèlent de plein de subtilités, alors que de prime abord, ça vend pas du tout ça. Allez, alors pas d'ordre particulier, je vais pas faire du moins bon au meilleur, parce que de toute façon ça changerait tous les jours. On va continuer avec Friedman Friese, tant qu'on était avec lui, avec Freaky Frogs from Outer Space, qui lui n'est pas disponible en français, qui est un jeu uniquement solo, qui est disponible en anglais et en allemand, mais bon, il n'y a pas de texte sur les cartes, c'est uniquement les règles, qui est un jeu de flipper, que lui voulait faire pour retranscrire des sensations de flipper, notamment parce qu'il était, il a dit dans un journal d'auteur, insatisfait de Super Skill Pinball, qui est un roll and ride que moi j'aime bien aussi, par ailleurs. Il y a plein de différentes versions, il y a notamment toute une science du level design de Super Skill Pinball, des tables de flipper qui est assez intéressante. Mais pour Friedman Friese, ça retranscrivait pas les sensations un peu
que lui a en jouant au flipper. Alors moi je suis pas du tout un joueur de flipper, sauf sur PC où je jouais à Pinball DX sur PC vers les années 2000. Et donc lui là il propose donc alors c'est un jeu solo à high score, et c'est pas ce que j'aime en général, mais là ça a beaucoup de sens puisque le flipper, il y a ce côté où on va taper le meilleur score, on va essayer de viser le meilleur score de la table, dans le petit bar dans lequel on va ou dans la salle de flipper. Je suis pas du tout assez familier, je sais pas où on joue à des flippers aujourd'hui, je sais juste que c'est une scène qui est quand même encore active. Donc là pour le coup le meilleur score ça a du sens, et notamment parce qu'il y a cette frénésie de faire augmenter le score de manière exponentielle au cours d'une manche. Des manches, il y en a 3 voire 4 si on arrive à débloquer la fameuse extra ball, mais de base il y en aura 3, et une manche, c'est jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à renvoyer la balle avec c'est un jeu de cartes, hein, donc on va poser des cartes qu'on va avoir devant nous, devant notre main, et on va les jouer selon certaines contraintes qui sont assez logiques dans la logique du flipper en fait, où le flipper droit il va permettre d'aller là, le flipper gauche il va plutôt permettre d'aller là, et puis quand ça descend ça peut aller à certains endroits. C'est quelque chose d'assez logique qui néanmoins demande un peu de pratique. La première partie, on a quand même le nez un peu dans les règles, à se dire attends mais c'est quand que ça se déclenche, et puis ça fait quoi, ça enlève quelle carte, ça fait scorer quoi. Ça c'est pas forcément facile à aborder, mais il y a quand même une certaine logique, et petit à petit, alors il y a un poster qui représente le flipper, mais on l'utilise plus très vite, on arrive quand même visuellement et mentalement à se représenter la trajectoire de la balle, ce qui fait qu'il y a encore une fois une certaine logique à tout ça. Et notamment il y a aussi le dos des règles où il y a un petit récapitulatif de où va la balle quand elle a touché tel truc. Et effectivement, il y a tout ce côté sensation du flipper, que ce soit dans l'augmentation des points, dans la manière dont les différentes parties du flipper fonctionnent. Par exemple les bumpers, on peut bumper dans tous les sens, alors que si on redescend par les lettres, et forcément ça va aller vers un truc qui est plus bas. Il y a plein de petites contraintes qui sont assez logiques et qui et surtout il y a cette histoire de score il y a ces petits multiplicateurs là quand on allume Ray ou Gun qui augmentent et qui en fait on va essayer de les allumer pour il y a vraiment cette stratégie du flipper où on va essayer d'allumer les bonnes choses au bon moment pour essayer de maximiser les points. Typiquement, il y a cette multiball qui est une idée incroyable où en gros c'est quand on arrive à faire 3 locks, je vous passe les détails mais c'est certaines cartes, que ça débloque la multiball, donc 3 balles où on va jouer du coup 3 cartes, un flipper, 3 cartes, un flipper, jusqu'à ce qu'on puisse plus, et donc à ce moment-là on passe à 2 balles, on en perd une, puis on repasse à 1 balle, et donc là l'idéal évidemment c'est d'essayer de augmenter les multiplicateurs pour avant la multiball, comme ça multiplie énormément les points, et c'est ultra jouissif parce qu'on va passer de 100, 300, 700, 1000, 7000, 15000, et on va augmenter comme ça sur des dizaines de milliers de points. Il y a des manches évidemment, il y a des parties où on va pas avoir de chance parce qu'on va pas avoir les bons flippers, ça représente des fois le sum qu'on peut avoir quand ça passe pile entre les deux flippers. Il y a aussi moyen de perdre quand il y a 3 cartes lost qui sont justement représentées par une balle qui passe entre les deux flippers, ou 2 cartes outlane qui sont sur les côtés, sachant que il y a des petits moyens pour un peu contrer ça, que ce soit des trick shots, que ce soit des nudge, donc c'est comme si on bougeait la machine, ce genre de trucs. Et ouais, ça marche très très bien, tout fonctionne très bien, et les sensations sont effectivement telles qu'on rentre dans une espèce de zone et de truc où vraiment on est concentré à fond, et où il y a une espèce d'accélération en fait dans nos gestes aussi, tac tac tac, et où en plus c'est aussi un jeu où moi je fais les bruitages, alors le fait que ce soit en solo ça aide sûrement, c'est une question d'inhibition, mais moi au début je fais piouf piouf poum 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 et tout, et finalement il y a assez peu de jeux qui poussent comme ça à verbaliser par des onomatopées en fait, par des sons, ce qui se passe en fait sur la table alors que je joue que des fichues cartes. Et ouais, donc c'est récent, encore une fois faut voir combien tient la durée. Moi j'ai qu'un espoir, alors je sais pas parce que j'ai aussi découvert cette année finie de Freezer que j'ai trouvé génial. J'ai aussi découvert vendredi enfin, là en tout début d'année 2024, que je trouve absolument brillant. Mais il fait peu des suites à ces jeux. Terra en était une avec Fauna. Là clairement les pinball en fait c'est des machines de level designer où on peut varier les effets, le level design, les bumpers, où est-ce que ça va aller, les circuits, les espèces de labyrinthes et tout. Moi j'adorerais qu'il arrive à en faire d'autres avec d'autres effets et tout, parce que c'est super réussi. Donc si vous devez jouer à un jeu solo, alors il n'y a pas que celui-là, vous en envoyez un autre à côté qui va faire son entrée un peu plus tard, mais très très grosse recommandation, encore une fois, pas forcément super facile à se procurer, je sais pas s'il arrivera en français, mais si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Puisqu'on est dans les jeux solo, autant continuer avec Resistance, jeu de David Thompson et Trevor Benjamin, qui ont fait aussi General Orders,
qui ont fait aussi Inflexible, mais ici accompagné par Roger Tankersley chez Nuts Publishing. Celui-là est en français. Pour le coup, est-ce que c'est eux qui vont faire ça? Je leur souhaite. Je crois pas que c'est Osprey qui avait fait ça à la base. Je sais plus. Peut-être que si, peut-être que non. En tout cas, très bon jeu solo au thème fort, puisque comme c'est sous-titré, c'est la lutte contre Franco, où on va incarner un groupe de résistants et de résistantes qui vont essayer de réaliser des missions contre les fascistes, et qui vont aussi devoir affronter les soldats de ces missions, ces soldats qui sont inconnus au moment où on va voir les missions, sauf si on a réussi à les révéler plus tôt. Et donc c'est un jeu assez difficile, où il y a une échelle de score, et où c'est déjà difficile d'arriver au plus bas de l'échelle de score, qui n'est même pas encore une victoire. En fait, au niveau du texte, et c'est intéressant, le texte veut dire quelque chose, c'est pas si pire. Vous avez réussi à faire quelques trucs, mais bon, vous êtes quand même nul contre les fascistes, quoi, parce que c'est un peu la cause désespérée. Et petit à petit, il y a réussite historique, et la victoire, c'est si on arrive vraiment à faire le maximum de points. Personnellement, j'en suis très, très loin. Et pour ça, il faut faire les missions. Pour faire les missions, on n'est pas obligé de tuer les soldats qui y sont attachés, mais c'est quand même mieux, parce que les soldats qui y sont attachés vont avoir des effets négatifs s'ils sont encore en vie, soit pendant la mission, soit à la fin de la mission. Et nous, on veut évidemment pas ça, parce qu'en fait, il y a plein de moyens de perdre. Il y a, si on a trop d'espions dans notre deck, dans notre main, suite au fait qu'on les ait tirés de notre pioche, il y a si on a fait trop de victimes civiles, et quand je dis trop, c'est pas 42, c'est je crois 5, sachant que des fois, des civils, ça peut être par 3 qui meurent, parce que c'est une famille. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, idéalement, on essaie quand même aussi d'éliminer les soldats. Et pour essayer de réaliser cette mission, et peut-être d'éliminer ces soldats, on a une main de résistant qui est tirée au hasard, donc il y a tout un équilibre entre hasard et contrôle qui est intéressant, le hasard de on sait pas quels soldats sont là, le hasard de on sait pas ce qu'on va piocher, des trucs comme ça, et il va y avoir une phase de planification puis de attaque, sachant que chaque résistant va avoir plusieurs types d'effets, certains de planification, certains d'attaque, et également certains s'ils sont révélés ou certains s'ils sont joués je dirais pas face cachée parce que la carte reste face visible, mais avec leur effet de gauche qui est un peu en souterrain. En général, les jouer face visible, donc vraiment à découvert, avec la partie droite de la carte, c'est mieux parce que les effets sont plus forts, sauf que ces cartes-là, on va les retirer du jeu, ils vont aller dans ce qu'on appelle la pile d'exil, tandis que si on a joué du côté gauche, donc en souterrain, ils vont retourner dans notre défausse perso, qu'on va remélanger avec notre deck plus tard. Il y a des effets qui font repiocher des cartes, il y a des effets qui permettent de révéler des soldats, il y a des effets en veux-tu en voilà, et qui, en fait, selon comment est-ce qu'on les assemble, vont avoir de la personnalité et vont permettre que les situations soient différentes, et que j'ai jamais fait 2 parties vraiment pareilles. Il y a le hasard aussi de la manière dont tombent les missions, même s'il y a une progression avec des missions de plus en plus difficiles. Donc, un système vraiment solide. Ce qui le rend vraiment encore plus fort que ça, c'est toute sa narration. J'en ai parlé dans un dossier sur l'immersion chez Proxy Jeux, où je parlais du fait de nommer les choses et les personnes pour favoriser l'immersion. Ils sont connus pour ça, Trevor Benjamin et David Thompson, c'est ce qu'ils ont fait dans Inflexible, et du côté anglophone, c'est quelque chose qui est très mis en avant, le fait que quand on perd un soldat, on perd pas juste ça, on perd un nom, et là, on perd aussi les résistants ou les résistantes, les camarades, et quand ils vont dans l'exil, on sait que c'est pas juste, ils sont partis de la partie. Parfois, on peut les récupérer au gré de certaines missions, justement, comme effet de réussite de certaines missions, et là on se dit ouais c'est bon, on a sauvé Alberto et tout, mais en vrai souvent quand on les envoie en exil, on sait que c'est que ils ont un destin assez peu enviable et qui va passer par souffrance et souvent décès, et il y a vraiment ce sentiment de perdre un camarade, ce qui fait que parfois on n'a pas envie de le jouer face visible, on va essayer de trouver une solution pour le garder face cachée, pour le garder en vie et pour la cause. Et tout ça, ça mène en fait à... Alors il y a aussi les civils qui meurent, comme dit, et des fois tu retires et tu vois une famille qui est décédée, qui est pas nommée, parce que c'est les fameuses victimes collatérales, anonymes du conflit, et ça donne des trucs où, à la fin de la partie, que j'ai réussi ou pas, je réussis peu souvent, je prends ma pile d'exil et je regarde qui est tombé un peu pour la cause, et je suis là et je me dis ouais, ciao Paquita, ciao Clélia, et c'est tous des vraies personnes, enfin des vraies personnes à qui on a donné d'identité par le nom, par les illustrations de Albert Monteis, qui sont aussi très très fortes, et ça fait vraiment des souvenirs, et ça crée de la tristesse, le côté où peut-être qu'on a gagné entre guillemets la partie, mais à quel prix? Est-ce que vraiment on peut dire qu'on a gagné quoi que ce soit? Est-ce que de toute façon c'est pas une défaite? Et ça fait vraiment ressentir un peu la vacuité de ce combat, son côté un peu impossible, et ce que ça coûte, et est-ce que la cause mérite ces sacrifices? Ça, c'est des questions politiques dans la résistance, mais pas que, c'est à quel moment est-ce qu'en fait on est prêt à sacrifier des vies humaines pour une cause? Est-ce que combien de points valent une vie humaine un petit peu?
Et tout ça c'est super fort, et ça en fait vraiment un jeu très très marquant pour moi en termes d'émotions ressenties. Je parlais du côté solo pour la désinhibition pour Freaky Frogs. Bah celui-là, il y a aussi le fait d'être seul face à ses choix. On peut y jouer à plusieurs, évidemment, hein. Si vous mettez, ça devient un jeu coop. Mais ouais, je trouve ça assez brillant. Il y a aussi tout un système de scénario que j'ai pas encore exploré, qui j'imagine fait tomber l'émission dans un certain ordre, etc. Mais vraiment, pour moi, un des jeux les plus marquants de 2023, très bon système et tout, mais surtout qui m'a fait procurer le plus d'émotions, et des émotions que je ressens rarement dans ce média. Allez, on va partir sur une surprise de début d'année. Je l'ai mise dans la partie sur les meilleures surprises de 2023, c'est That's Not a Hat de Casper Lab, auteur super intéressant. Il a fait Five Towers, tiens, en 2023, qu'il faut que j'essaye, qui m'a l'air moins foufou que celui-là. C'est aussi celui qui a fait Magic Maze, qui a fait Gardeners, qui m'a un peu moins convaincu, qui a fait Fun Facts, qui est sorti en 2022, qui moi j'ai découvert en 2023 et que j'ai beaucoup joué cet été, que je trouve brillant, malgré le classicisme un peu de sa proposition. Et donc That's Not a Hat, qui a été, il a fait débat quand il a été nommé pour l'As d'Or, parce que voilà, on s'est dit on en aurait entendu parler si c'était si bien, et en fait non, il est sorti au moment où il a été nommé à peu près, et tout le monde a dit ouais non mais bon, quand même quoi. Et moi je sais que je voulais notamment que Super Mega Lucky Box soit nommé, ça n'a pas été le cas, mais j'ai pas de haine particulière envers les gens qui ont nommé ça, puisque ils ont des bonnes raisons de le faire. Attendons d'essayer. Effectivement, vous voyez, il se retrouve dans les tops de 2023. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu où les parties peuvent ne pas marcher. Parce que l'idée c'est un jeu de mémoire immédiate et de bluff où on va prendre des trucs, c'est facilité par les visuels vraiment très minimalistes qui, je trouve, participent vraiment à l'expérience de jeu, un peu comme un Dixit va favoriser le côté imagination et multiples interprétations. Ici le design est vraiment très réduit avec pas mal de naïveté et le côté tout simple contribue à l'expérience de jeu, et je pense, alors je suis absolument nul sur toutes ces analyses là, mais sûrement qu'il y a un aspect sur la manière dont on va mémoriser et tout, probablement. Il y a That's Not a Hat Pop qui doit sortir aussi, avec j'imagine des trucs de la pop culture. Donc mémoire immédiate parce qu'on va avoir une carte visible, on va en tirer une visible, et je crois on va en retourner une et passer l'autre. On va dire je te passe tel truc. Et l'autre du coup va se retrouver avec la carte qu'on vient de lui passer plus une autre qu'il avait, ou elle avait. Et c'est l'autre qu'il ou elle va passer à son voisin de gauche ou me retourner à moi, ça va dépendre du dos des cartes, bon, on s'en fout un petit peu. Et c'est tout. Et en fait, comme ça, on va se passer pas la carte qu'on vient de recevoir, mais celle qu'on avait juste avant. Et donc, quand on passe une carte, on annonce qu'on passe, et l'autre peut nous challenger, et dire non, je pense que tu te trompes et que c'est faux. Parce qu'il y a eu des tours de table qui ont été faits, etc., ou parce qu'on pense tout simplement qu'on a une très mauvaise mémoire. À ce moment-là, on retourne la carte, soit la personne avait raison et c'était pas ce que je lui avais annoncé, et dans ce cas-là, je perds un point, je garde la carte, si j'ai 3 cartes, j'ai perdu la partie. Soit, en fait, je lui ai passé la bonne chose, et c'est cette personne-là qui récupère la carte et qui lui fait un point négatif. C'est tout con. C'est incroyable comment... moi, en fait, ce qui est bluffant, alors, je disais que les parties peuvent ne pas marcher, parce que si vous jouez juste comme ça, avec ça, alors déjà à 3, je crois que c'est à partir de 3, ça marche beaucoup moins bien à 3 qu'à vraiment 5, 6, 7, et plus, mais il y a ce côté où si vous dites, voici un vélo, voici un canari, voici une télévision, on s'ennuie évidemment. Le truc c'est que il y a ce côté mémoire, et c'est peut-être une des faiblesses du jeu que puisse y avoir des parties qui marchent pas du tout, mais quel jeu peut se targuer d'en avoir que des parties qui marchent ? Il y a plein de jeux où toutes les parties marchent mais ne procurent rien, je préfère les jeux où il y a des parties où c'est des gros échecs et où finalement c'est un game design un peu radical qui fait que ça peut donner des parties complètement pourries, un peu comme un petit meurtre et fait divers, des jeux où il y a de l'impro ou quoi, mais où ça donne aussi des parties mémorables, et je vous parlerai d'une partie mémorable de That's Not a Hat juste après. Parce que si on rentre dans le truc, alors déjà ce qui est impressionnant c'est à quel point moi ma mémoire immédiate est absolument nulle, on en reparlera aussi avec Trio, mais il y a cet élément-là, il y a aussi un élément de bluff où, alors là pour le coup ça demande d'autres compétences que parfois des personnes n'auront pas autour de la table, mais où, si on n'a pas la mémoire, on peut essayer de paraître assuré, de dire, voilà un vélo, rappelle-toi c'est le vélo, etc., et petit à petit, faire en sorte que les autres n'osent pas nous accuser, parce que vraiment, on a l'air de savoir ce qu'on dit. Il y a ce truc-là, et il y a aussi, moi ce que je trouve incroyable et qui a donné une des meilleures parties de 2023 pour moi au Weekend Proxy Jeu, où on était vraiment très nombreux à jouer à That's Not a Hat, c'est la narration qui émerge du jeu. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, parce que c'est pas Sleeping Gods, les jeux qui ont traditionnellement tendance à associer à la narration, Résistance aussi à une très forte narration, mais
disons que c'est plus visible parce qu'il y a tout un thème et tout. That's Not a Hat, tout comme Trio, c'est pas des jeux qu'on va en général mettre en avant pour leur narration. Eh ben That's Not a Hat, c'était fou cette partie parce que en fait, donc déjà elle a duré très longtemps pour une raison que je vais expliquer, mais on faisait des tours de table et en fait chaque objet qu'on rajoutait, on créait toute une histoire globale entre tous les objets. Et donc on disait mais rappelle-toi je t'ai passé ci et tu vas avoir besoin de ça et machin, ah mais tu sais machin t'as payé tes impôts du coup ça t'a coûté tant, donc voilà un petit billet. Et en fait on a créé toute une espèce de lore autour de la partie qui a donné une histoire incroyable et qui a en plus de la mémoire et tout, de tout ce qui est sollicité en général par That's Not a Hat, mis en œuvre des capacités de création d'histoire, souvent des trucs totalement absurdes et tout, mais on s'est marré énormément. Alors le point entre guillemets négatif de ça, alors c'est pas un point négatif parce que moi c'est une de mes meilleures parties de 2023, c'est que je pense que ça favorise beaucoup la mémorisation de créer toute cette histoire autour, et que c'est pour ça que la partie a beaucoup duré, mais elle aurait pu durer 2 fois plus longtemps. C'est pas elle a trop duré et on s'est ennuyé, non, à chaque fois on rajoutait des trucs et tout, et ça a créé une histoire incroyable. Donc voilà. Et ce qui est fou, c'est moi je compare souvent ce jeu à The Mind, alors c'est pas les mêmes mécaniques et tout, c'est pas du coop ni rien, mais c'est comment est-ce que à partir de quasiment rien, je veux dire quand tu lis les règles, tu te dis mais ça tient pas, ça c'est pas un jeu. Et souvent ce reproche qui a été fait à The Mind, c'est pas un jeu, c'est une expérience. Et ben là ça pourrait être That's Not a Game, on pourrait se dire. Et pourtant, tout ce que Casper Lab avec aussi peu d'éléments arrive à procurer comme sensation, là où des jeux qui vont proposer des tartines et des tartines vont proposer un truc totalement plat et qui va jamais faire naître la moindre sensation, ben moi je trouve ça assez magique. Donc je sais pas si c'est un chapeau, je sais pas si c'est un jeu, mais en tout cas, enfin oui c'est un jeu, hein, coupons court au débat, évidemment il y a des règles, il y a des mécaniques et tout, c'est un jeu, c'est un très bon jeu, c'est un de mes meilleurs jeux de 2023 qui a tenu toute l'année à cette place. Celui que j'attendais pas du tout dans les meilleurs jeux de l'année, c'est Dorf Romantique, le jeu de société de Lucas Zar et Michel Palm chez Gigamic, chez Pegasus, à la base ça a été traduit par Gigamic et illustré par Paul Ribe avec des illustrations qui vraiment rappellent le jeu vidéo, puisque c'est sous-titré le jeu de société, c'est parce que c'est une adaptation de jeu vidéo. J'en ai parlé dans mes meilleures surprises aussi, parce que moi les adaptations de jeux vidéo en général je les trouve nulles, parce que je trouve que la plupart des jeux de société c'est 2 médias différentes qui n'ont pas la même force, les mêmes outils, et souvent, je trouve que les adaptations, et c'est vrai dans l'autre sens aussi, les adaptations de jeux vidéo perdent complètement ce qui faisait l'essence du jeu vidéo, parce que ils utilisent les spécificités du jeu de société, mais en font un truc totalement plat et qui n'a aucun rapport finalement avec le jeu vidéo, si ce n'est la licence. Là, il faut savoir que Dorf Romantique, le jeu vidéo, c'est un jeu de pose de tuiles, donc un genre qu'on a beaucoup dans le jeu de société, hein, depuis Carcassonne, c'est quand même très populaire. C'est vraiment un truc où on voit des petits hexagones et tout, voilà, un peu comme les jeux de civilisation, si vous voulez, c'est des trucs qui ont pas mal de points communs. Mais donc, moi, je me disais, ouais, bon, c'est bon, quoi, le jeu vidéo, très très bon jeu vidéo, hein. Depuis, moi, j'y joue depuis son Early Access, j'ai passé des dizaines d'heures dessus, je trouvais ça très bien. Mais il y a ce côté adaptation qui, moi, me disait, vous allez encore faire un truc de merde, on le sait. Et en plus derrière, du coup, il a eu le Spiel des Jahres, ce qui pour moi en fait ne faut pas dire grand chose, si ce n'est qu'il a eu un prix, mais derrière j'avais eu des gens en qui j'ai confiance qui me disaient ouais on se fait un peu chier quand même en jouant à ça, et de l'autre côté il y avait tout cet autre discours de gens qui disaient oui mais non mais c'est un jeu de chill, où vraiment on se pose et puis on vit une expérience contemplative, gna gna gna, et alors, je dis pas que ces gens ne ressentent pas ça, et tant mieux si c'est le cas pour ces personnes-là, je dis juste que souvent, moi, la plupart des jeux qui sont attribués de ces trucs-là, comme quand on dit que c'est onirique et poétique dans le jeu vidéo, c'est des choses qui me rendent plus méfiant qu'autre chose, parce que souvent, je trouve que c'est mal utilisé, et que les jeux qui se prétendent comme ça sont en fait des jeux sans enjeu et sans grand intérêt, et plus des activités que des jeux. J'avais parlé l'année dernière de Tokaido Duo, où vraiment, en fait, j'ai l'impression de faire aucun choix, et où chill est un peu résumé à sans enjeu, alors que c'est pas le cas pour moi. On peut être chill, proposer un truc, et quand même créer des émotions. Et souvent, moi, les jeux catégorisés comme chill, je trouve que c'est des jeux surtout chiants. Et donc, j'avais beaucoup de crainte avec celui-là. Pour ça, notamment parce qu'en fait, il y a aussi une cohérence dans le jeu vidéo, il y a des petites animations, il y a le sound design qu'on n'a pas du tout ici. Et ben finalement, Dorf Romantique, vous vous en doutez, il est là, c'est pour moi, je pense, une des meilleures, si ce n'est la meilleure adaptation de jeu vidéo, parce que au-delà d'être un très bon jeu de société en dehors de ça, hein, je veux dire évidemment, mais parce qu'il arrive à reprendre cette essence-là, qui n'est pas le chill.
parce que Dorf Romantique, effectivement, le jeu vidéo, il est chill, on peut y jouer comme ça, à côté, en télétravail ou quoi, en posant des tuiles ici et là, mais surtout, j'en ai parlé dans un jeu du mois assez en longueur, il y a des gens qui performent à Dorf Romantique et qui font des dizaines de milliers de points, et tu peux avoir ce côté très performatif et challengeant dans Dorf Romantique, parce que c'est un jeu qui est très bien fait pour proposer à la fois un côté très casu, sans que ce soit négatif du tout, moi je reste un grand casu de Dorf Romantique, et un côté beaucoup plus performant parce que les mécaniques de jeu le permettent. Et Dorf Romantique reprend complètement cet équilibre-là, puisque effectivement, en termes de règles, de contraintes, c'est très simple, très accessible, et on peut y jouer une trentaine de minutes avec des gens qui n'ont pas l'habitude, parce que justement, les contraintes de tuiles, de pose de tuiles sont très limitées, beaucoup moins sévères que dans d'autres jeux de pose de tuiles, et le scoring est tout simple, la logique, parce que même s'il n'y a pas ces contraintes, on se doute qu'il faut quand même mettre les trucs ensemble. La manière de réaliser les objectifs, les petits jetons qu'on pose, tout ça est très limpide, et ça empêche jamais de vouloir se challenger pour faire le meilleur score. C'est un jeu à meilleur score, c'est pas ce que je préfère, mais celui-là arrive, un peu comme Freaky Frogs, même si c'est moins cohérent dans la thématique, à me faire me dire, purée, là j'ai fait un score pourri, rejouons. Et punaise, là j'ai réussi à faire tel score en mode vanilla, sans les trucs de la campagne. Et avec ces a priori négatifs, je me suis retrouvé à enchaîner les parties et à prendre du plaisir, à me dire waouh, c'est trop bien, et c'est trop bien parce que d'un côté, je prends du plaisir en tant que jeu de société, et de l'autre, ça a remis en cause mon côté, ça va encore être une adaptation ratée. L'autre truc qu'il adapte très bien, c'est le système d'objectifs, et comment ça va influencer le déroulement de notre partie, puisque comme dans le jeu vidéo, il va y avoir des parties où on va toujours essayer de faire le meilleur score possible, mais il y a aussi des parties où on se dit tant pis, là le score on oublie, mais on a des objectifs à valider, qui sont amenés par le mode campagne de manière assez régulière. Alors il y a quelques défauts, le côté fiddly des tuiles je trouve, moi je regrette un peu le fait que la campagne on peut tout faire, alors que j'aurais aimé un truc à la roguelite où on choisit une branche et on en abandonne d'autres, vous pouvez le faire en variante si vous voulez. Il y a aussi quelques objectifs qui sont un peu similaires, ça c'était aussi le cas dans le jeu vidéo, il y a plusieurs niveaux du même objectif, mais surtout ouais ça amène souvent des nouveaux objectifs et donc des nouvelles façons de aborder le jeu, d'approcher le jeu, ça offre de nouvelles perspectives en tout cas, et parfois on va sacrifier certains trucs pour aller vers autre chose. Donc ouais, grosse surprise, encore une fois, grand plaisir pris, alors ça se dit de 1 à 6, moi j'ai joué surtout à 2 ou 3, je trouve vraiment que c'est brillant, alors il se joue très bien aussi en solo, j'en doute pas, moi j'ai bien aimé jouer à 2, à 6 je pense qu'on est beaucoup trop, j'y jouerai sans doute jamais à plus de 3, le système de campagne apporte énormément, j'en ai pas parlé plus que ça, mais je trouve vraiment que ça apporte beaucoup et que sans le système de campagne j'aurais apprécié le système et j'aurais trouvé que c'était une bonne adaptation, mais j'aurais jamais fait monter le jeu aussi vite et aussi haut dans mon classement, donc un Spiel des Jahres totalement mérité, et pour moi ouais, une des grosses surprises de fin d'année, et un des meilleurs jeux de 2023. Allez, on va rester avec des tuiles avec Take It Easy de Peter Burley, celui-là j'en ai parlé dans la partie sur les ressorties, puisque c'est un jeu de 1980 qui se joue de 1 à 6 comme Dorf Romantique, sauf que là il se joue à 6 de manière beaucoup plus agréable je pense que Dorf Romantique, c'est aussi des tuiles hexagonales, mais c'est un peu moins chill en termes de visuel, puisqu'on voit juste des tuiles avec des nombres et des trucs, on dirait Tantrix. Donc de Peter Burley chez Burley Games, c'est revenu chez Zacatrus, et c'est Simon Dupastan qui a dit waouh, moi quand j'ai découvert ça, mes chakras se sont ouverts, je me suis dit c'est incroyable, et en plus ça date des années 80. Moi il y a eu un peu ça avec Can't Stop, où il y a des jeux comme ça des années Acquire ou quoi, des jeux qui vont datent d'il y a 40 ans, 60 ans, et où t'es là et tu te dis waouh, mais 2023, c'est toujours tellement, je parlais de Fauna, tellement au-dessus de la grande majorité des trucs qui sortent dans leur genre ou pas dans leur genre. Et Take It Easy, il y a un peu de ça, moi je le compare un peu à Lucky Numbers, en moins interactif, mais dans le côté très immédiat et le côté atemporel en fait du jeu. Il y a vraiment ce côté petit jeu classique qu'aurait pu être à peu près n'importe quelle époque, qui il serait sorti cette année, et ben il serait aussi dans mon top 2023, et j'aurais fait un top en 1980, il serait dans mon top. Bon, j'étais pas né, mais alors la différence avec Lucky Numbers, je disais beaucoup moins de, c'est pas les mêmes jeux du tout, mais beaucoup moins d'interaction que dans Lucky Numbers, c'est vraiment un pur duplicate, un peu c'est aussi un ascendant un peu à Super Mega Lucky Box peut-être, où vraiment on va prendre une tuile, tout le monde va prendre la même et on va la placer, et à la fin on va essayer de faire le meilleur score possible, sachant qu'on a tous utilisé les mêmes tuiles. Le truc c'est qu'il y a, je crois, 27 tuiles, on en utilise que 19, donc il n'y a pas ce côté où il y a la meilleure configuration possible parce que ça va dépendre du tirage. Il y a le côté où, dans les règles, c'est rigolo, c'est écrit que le meilleur score, je crois que c'est 307, mais qu'il y a 16 façons d'y arriver. J'ai jamais dépassé les 200 et quelques, c'est déjà rare. Il y a une appli, si vous voulez, moi j'ai beaucoup joué en solo sur l'appli aussi, où il y a d'ailleurs, l'appli est plutôt cool parce qu'il y a le mode solo classique, et il y a des casse-têtes aussi, où on nous dit, atteins ce score avec cette grille-là, en déplaçant des tuiles. C'est pas inintéressant.
Il y a aussi des variantes dans le jeu que j'ai pas essayé du tout. Il y a les trucs soleil, lune et tout. Mais il y a un côté d'une évidence totale, puisque quand on place nos tuiles, on va essayer de faire en sorte que les tuyaux se collent de la même couleur, puisque si on arrive à faire des lignes de même tuyau, on va faire la valeur du tuyau fois le nombre de tuiles que compose cette ligne. Donc par exemple jusqu'à 5 x 8, ça fait 40 points, c'est pas mal. De là, il y a évidemment des priorités qu'on va mettre en place, en se disant, bah, le 9, je vais essayer de le mettre dans le truc du milieu, parce que si j'arrive à mettre les 5, 9, ça me fait 45 points. Et alors, si j'arrive à mettre le 9, 7, 8 en plein milieu, et que j'arrive à faire les 3, là, c'est bingo complet, sauf que, évidemment, l'aléatoire du tirage des tuiles et tout, va faire que c'est rare d'y arriver. En plus de ça, alors je dis, c'est un jeu entièrement solo, on joue vraiment chacun dans son coin, mais il y a quand même un peu comme dans un Super Mega Lucky Box, ce côté où, vas-y, tire la 5, 7, 8, tire la 1, 7, 9, pas un 7, 9, c'est impossible, la 1, 7, 3, par exemple, je ne sais quoi. Et il y a cette émulation qui apparaît vocalement autour de la table, et qui fait qu'il y a quand même de l'interaction, il y a quand même quelque chose qui vit quand on joue à plusieurs, l'expérience n'est pas du tout la même que quand on joue solo, où juste on tire les tuiles et puis on les place. Donc, ouais, j'avais jamais joué, et pour moi, de la même manière qu'un Can't Stop, ou que d'autres jeux de genre, un classique indémodable, effectivement, que je pourrais faire découvrir à peu près à n'importe qui. Alors, c'est moche, c'est lisible, on s'en fout parce que finalement ça facilite le système de jeu. Alors parfois calculer tout c'est un peu chiant, mais Take It Easy, je l'ai découvert là fin 2023 début 2024 et je me demandais si je l'intégrais dans ce top ou pas parce que finalement en termes de sensation de jeu, et en fait après je me suis dit mais en fait Lucky Number c'est un de mes jeux préférés de tous les temps et Can't Stop aussi, je vois pas pourquoi j'intégrerais pas Take It Easy dans ce top, il le mérite largement. Allez, on va passer à un jeu que j'ai déjà mis dans mon top de l'an dernier, c'est Kites. Alors je vais en parler rapidement, parce que j'avais joué en 2022 avec la version anglaise, il est sorti chez Matago en français cette année. Allez écouter les jeux du mois où on en parle avec Cyrus, où on parle en même temps de trio, quand même un sacré mois, où on parle à la fois de Kites et de trio. Jeu de cerf-volant en temps réel coopératif avec des sabliers, qui est extrêmement intense, que je trouve brillant, illustré par Bess Sobel, et donc c'est un jeu de Kevin Amano, super brillant dans l'utilisation des sabliers, dans la retranscription un peu thématique qu'il peut y avoir dans le fait d'être tout le temps sous tension, comme les câbles peuvent l'être, et aussi, alors là, je donne toujours cet exemple en disant toujours que c'est peut-être la façon dont moi je joue, mais dont les bras peuvent s'emmêler un peu comme les câbles quand on veut retourner les sabliers. Système de jeu extrêmement simple là aussi, puisqu'on va jouer une carte et on va repiocher une, et il y a une vraie tension, il y a une vraie question de tempo dedans, puisque c'est un jeu extrêmement frénétique, extrêmement tendu, où on est pris par le temps, mais où on n'est pas toujours à jouer le plus vite possible. Il y a vraiment des moments où il va falloir ralentir le truc parce que ça vaut le coup, parce que les sabliers, il faut les retourner au bon moment et pas forcément le plus vite, parce que si j'en retourne un alors qu'il vient de s'écouler, je suis pas bien parti. Donc il y a vraiment beaucoup de choix à faire en fait en très peu de temps, et il y a quand même, alors c'est pas un jeu à communication limitée de base, on peut parler, sauf que très souvent on va jouer quand même silencieusement, mais il y a des moments où il faut communiquer en disant non laisse-moi ça parce que là j'ai telle carte, etc. Et puis il y a aussi ce fameux sablier blanc qui est celui qui est un peu stable et qu'on peut retourner un peu quand on veut, tant qu'on joue qu'une carte que d'une couleur, et qui il y a ce fameux climax de fin qui est très très bien amené, et où quand quand on prend la dernière carte de la pioche, on n'a plus le droit d'y toucher, et donc là aussi il y a une question de timing, et où il y a vraiment le dernier moment où vraiment faut juste là pour le coup qu'on joue le plus vite possible, puisque on pourra plus retourner le sablier blanc. S'ajoute à ça des variantes un peu avancées qui complexifient les choses. J'ai assez peu joué avec, finalement je crois que depuis l'année dernière, fin 2022, je les ai très peu intégrés. Je trouve que le jeu est suffisamment tendu et suffisamment difficile comme ça. Alors c'est pas le jeu, ce qui est intéressant c'est que c'est pas le jeu le plus dur de la Terre en termes de coop, mais en fait c'est pas parce que, et notamment à deux, j'ai beaucoup joué à deux et je trouve que c'est un mode assez simple, mais ce qui est très fort c'est que malgré la simplicité et le fait qu'on gagne quasiment à chaque fois à deux, ça retire pas la tension de la partie en fait. Alors qu'il y a plein de jeux coop où en gros ils sont tellement faciles qu'il y a plus de tension. Là c'est pas le cas parce que tout le système de jeu, tout le côté temps réel force à être très focus et à être très tendu, et où le moindre truc peut quand même te coûter la partie. Si tu fais gaffe, ça ira à deux, mais il y a quand même cette épée de Damoclès qui reste là, et ça c'est assez fort. Et donc ces modes avancés qui vont rajouter des contraintes de communication, des trucs comme ça, c'est cool, c'est pas essentiel au jeu, mais une vraie proposition forte en termes de concept de la part de Kevin Amano. Je sais qu'il y a Skyrockets qui est sorti l'année dernière, qui est une espèce de suite spirituelle. Il y a aussi Quicksand que j'ai pas encore essayé, qui est un peu différent, mais qui utilise aussi des sabliers en temps réel et en coopération. Mais clairement, alors j'en ai déjà dit beaucoup de bien en 2022, donc je vais pas m'éterniser plus que ça, même si j'en ai déjà parlé assez longtemps. Vraiment dans les jeux
dans les jeux sortis cette année, c'est vraiment un incontournable. Allez, un jeu qui est apparu dans beaucoup de parties de cette vidéo, il est apparu dans les meilleures surprises, c'est Focus. Focus de Antonin Bocara et Romaric Galloni, illustré par Simon Caruso chez Old Chap Games, un jeu d'association d'idées pour 2 joueurs ou joueuses, et qui était effectivement une énorme surprise, puisque c'est un jeu à communication limitée, et moi j'y arrivais en me disant, bon bah les jeux de communication et de association d'idées par les images, il y en a déjà plein, et on connaît sur quoi ils reposent, que ce soit les symboles, que ce soit la forme, que ce soit la couleur, que ce soit la texture, que ce soit le sens, que ce soit l'usage, plein de trucs qui vont rassembler des images, et clairement dans Focus il y a ça, hein, on utilise tous ces éléments pour faire deviner à l'autre des images, mais malgré ce côté classique qui moi m'a fait douter au début en termes de sensation de jeu, mais qui reste assez classique, et ben le jeu arrive quand même à tirer son épingle du jeu, parce que c'est un jeu à communication contrainte, et par sa structure de jeu où on est sur une grille commune, et où on doit retourner chacun notre tour un truc, enfin pas retourner, récupérer une carte chacun notre tour un truc, au risque de récupérer la carte que l'autre veut nous faire deviner, auquel cas on a perdu, et il y a ce côté qui est assez fou quand même dans Focus en termes d'arc de partie, où c'est vraiment... moi j'aime beaucoup ce genre déjà de base, donc en fait, même si c'est juste des associations d'idées, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais auquel moi je suis sensible, et là il y a le côté où, petit à petit, on va prendre des éléments, et un peu comme dans Simido, au début on va prendre des trucs qui vont vraiment faire penser à ceux qu'on veut faire deviner, tout en essayant d'éviter de prendre le truc adverse. Et il y a un moment de rupture où en fait ce qu'on veut faire deviner, alors les parties ça dépend, il y en a des plus ou moins faciles évidemment, mais il y a un moment où en gros il y a plus grand chose qui va faire penser à notre symbole, mais nous on va réussir à s'être orienté sur ce que l'autre veut nous faire deviner. Et du coup ce qu'on va prendre, c'est juste des trucs pour éliminer des cartes pour arriver finalement à gagner et à ce qu'il n'y ait plus que les 2 images, la nôtre et celle de notre partenaire, sur la table. Et il y a ce point de rupture là, mais qui n'est pas énoncé, explicité. Et du coup en fait il faut comprendre quand l'autre a passé ce point de rupture, sachant qu'en plus de ça, parfois on va prendre des cartes qui vont pas être assez tôt dans la partie, qui vont pas être forcément des cartes qui vont faire penser à l'image qu'on doit faire deviner, mais qui vont plutôt être des éliminations de cartes dont on sait que nos premiers indices peuvent faire penser, auxquels je sais plus comment on dit, mais vous avez compris l'idée. Et du coup, pour lever le doute dans l'esprit de notre partenaire, on va prendre des cartes en se disant, je sais que là j'ai pris une abeille et que là-bas il y a une ruche, ça va t'y faire penser, je le prends non pas parce que la ruche va faire penser à ça, mais parce que sinon, tu vas être sûr que c'est la ruche et tu vas prendre en fait mon image, donc là je l'enlève, et comme ça t'es plus focalisé dessus, et c'est très fréquent d'ailleurs que dans les parties, quand on prend quelque chose, on dit, mais... Enfin, j'étais sûr que c'était ça que t'allais prendre, qui était ton image. En général, on l'explicite après la partie, hein, pour éviter de communiquer. Il y a aussi cette question de tempo avec les 4 cartes de début qui sont éloignées, qui peuvent pas être les cartes qu'on doit faire deviner, qui vont être à la fois le truc par lequel on va commencer pour éviter de perdre tel premier coup, et qui sont aussi des bons outils de temporisation, et qui sont autant d'informations qu'on va donner à l'adversaire quand on va prendre la base, c'est qu'il y a une bonne raison. Soit parce qu'il y a un truc qui vraiment fait penser à notre truc, mais soit parce que je passe mon tour, et où bah là j'ai vraiment plus grand chose qui fait penser à mon objet. Et donc ouais, tout ça fonctionne super bien, y a plein de petites subtilités justement sur ce classicisme un peu de faire deviner quelque chose à quelqu'un d'autre à travers des images. Y a aussi l'ordre dans lequel on prend les images qui est révélé et qu'on peut consulter, ça c'est cool. Y a aussi le mode Sherlock qui, moi je l'ai découvert sur le tard, parce qu'au début je pensais pas qu'il y avait 3 manches, en fait je pensais que juste on levait le doigt et puis on montrait, et pour moi ça enlevait tout un élément intéressant qui fait que dans le mode, je crois que c'est Watson le premier, il arrive que on soit à peu près sûr d'un truc au début, par les premiers indices, et qu'en fait on le remette en cause petit à petit dans la partie, et le mode Sherlock enlève un peu ça, parce que en gros dès que les deux sont sûrs, pouf, ils peuvent pointer, alors soit ils ont raison, soit ils ont tort, mais je trouve que ça enlève cet arc un peu de réflexion et de sensation qu'il peut y avoir dans le mode Watson, sauf que dans le mode Sherlock, en fait on joue en 3 parties, et il y a ce côté de scoring qui, moi, arrive à me pousser dans mes retranchements et me faire dire, vas-y, il faut qu'on prenne le risque pour faire un meilleur score, puisque au moment où on valide les cartes, on marque autant de points que les cartes restantes. Et donc il y a ce côté prise de risque qui intervient et qui donne vraiment une autre saveur au jeu qui est vraiment intéressante, je trouve, et qui enlève un peu les doutes que j'avais sur le mode Sherlock. En plus de ça, il y a des petits scénarios, ce qui est assez cool sur différents récits de Sherlock Holmes. Alors je les ai pas encore essayés, en plus je connais très peu les récits de Sherlock Holmes, si ce n'est leur adaptation par Picsou, voilà, le côté un peu manoir et truc des Baskerville, mais c'est cool que ça existe. Je trouve que c'est une bonne manière de ramener de la narration dans Focus, hein. Je parlais de la narration dans Kites aussi, d'ailleurs il y en a une, je
parlais de la narration dans That's Not a Hat, Focus arrive aussi à créer ici et là sa narration, vraiment une narration qui raconte une histoire et pas qui est juste le fait de la partie, ouais, donc un grand jeu d'association d'idées par image, un grand jeu de 2023, un très très bon jeu à deux, et une de mes plus grandes surprises qui petit à petit en fait s'est imposée là où j'y arrivais avec des doutes différents de ceux que j'avais pour Dwarf Romantic, mais quand même des doutes, et finalement le jeu les a complètement levés. Il reste plus que deux petits qui sont là-haut, alors on va continuer avec celui-ci qui est donc Harvest, un jeu japonais dont j'ai parlé dans les ressorties puisque c'est un jeu de 1992. Alors j'ai repris ma petite note, c'est Yukihito Morikawa, illustré par Osamu Inoue que vous connaissez peut-être pour avoir illustré Cat in the Box, et c'est édité donc dans sa version 2023 par 4Games. Alors faut savoir qu'il y a une histoire passionnante. Je mets un lien vers la vidéo de Cardboard East qui parle un peu de comment est arrivé ce jeu. C'est un jeu de 1992, je dis, et c'est un jeu de commande qui en fait a été commandé à l'auteur par Nintendo. Oui, Nintendo, rien que ça, qui commande un jeu de table. Et pourquoi? C'était pour que les Japonais, je crois, puissent jouer dans le train. Donc il fallait un jeu assez compact. Il y a tout un historique et tout sur les jeux, la taille des boîtes de jeux, pourquoi est-ce que là-bas il y a plein de petits jeux de cartes et tout. Trio en a un autre, on y reviendra. Pour plein de raisons culturelles au Japon. Et en tout cas, Harvest, il y avait ce côté commande pour qu'on puisse jouer dans le train. Et c'est ce qu'a fait l'auteur, et il a fait surtout un super jeu. Et donc, ça sort en 92. C'est un jeu de 1 à 6. Bon, le mode solo, je l'ai pratiqué un petit peu. Bon, il est un peu random et pas forcément intéressant. À 2, passer aussi. À 3, ça commence à devenir intéressant, mais c'est surtout de 4 à 6 qui prend tout son sel. Même si à 3 commence à y avoir un truc, parce qu'il y a dans Harvest ce côté shared incentive où on va... alors, je le dis toujours, mais c'est un jeu méchant et un jeu où il faut tchatcher. Parce que, comme That's Not a Hat, ça peut être un jeu où on s'ennuie comme un rat mort si on y joue en prenant notre carte, en la posant et puis voilà, en disant « Ah, je fais ma récolte, tac, tac ». Non, faut y aller en disant « Qui veut partir sur de la tomate? Qui veut partir sur du chou? Qui veut partir sur du maïs? Vas-y, on fait ci, on fait ça. Attends, là, lui, il a beaucoup de points, il faut qu'on s'allie contre lui. » Et c'est un jeu très méchant, je vais y revenir. Mais, au-delà de ça, c'est un jeu d'une limpidité. Je parlais de Take It Easy, je parlais de Can't Stop. Il y a des trucs comme ça. Et Trio, on est aussi un exemple. Ça aussi, c'est comment est-ce que il y a un côté où, en fait, avec très très peu d'éléments, il y a beaucoup de petits jeux qui ont cette force. Comment, avec aussi peu d'éléments, t'arrives à créer autant de sensations autour de la table. C'est là, j'ai 3 cartes, j'en pose une, je repioche. Comme dans Kite, je pose une carte, je pioche. Et ces cartes-là, donc c'est des légumes qui ont des valeurs qui vont de moins 20 jusqu'à 40. Et si mon champ est vide, parce qu'on a chacun notre champ, et qui sont collés les uns aux autres, mais en fait on a chacun notre champ, mais contrairement à un truc and write ou un jeu à cocher où on va chacun avoir sa petite grille devant soi et on va rien faire, non, là on les rassemble au milieu, ce qui fait que ça fait quand même un plateau personnel, mais où chaque espace appartient à quelqu'un. Donc si mon champ est vide, je suis obligé de poser dessus, mais sinon je peux jouer où je veux. Et notamment les moins 20, je peux les poser sur les champs des autres. Et pourquoi est-ce que je les poserai sur les champs des autres? Parce que il y a parfois donc des récoltes, qui vont être les manières dont on va récupérer les cartes qui sont sur les champs dans notre pile de score. C'est s'il y a 3 fruits similaires alignés ou plus, eh ben il y a la récolte. Mais la récolte, elle n'est pas faite que par la personne qui la provoque. Chacun récolte ce qu'il y a sur son champ. Donc si mon adversaire fait une récolte, mais que j'ai mon 40 ou mon 20 sur mon champ, je prends mon 20. Mais inversement, si moi j'ai un 20 sur mon champ en tomate, que l'autre il a un 10 en tomate sur son champ, et que j'ai un moins 20 en tomate, je peux le poser chez lui, et dire, il y a récolte, mais toi tu prends moins 20 et ton 10, donc en fait tu fais moins 10, tandis que moi je prends mon 20. C'est là que je disais que ça peut être un jeu très méchant. Et c'est aussi un jeu où on va créer petit à petit, et c'est là que je parlais de tchatcher, des alliances autour de la table, pour dire, lui il a plein de points, vas-y viens, on fait du maïs par-ci, on fait du maïs par-là, évidemment des alliances qu'on peut trahir, parce que on peut dire, vas-y je pose mon 10 de maïs, tu poses ton 20, ah mais tiens je te mets moins 20, donc en fait tu fais 0 quand moi je fais 10. Des trucs comme ça, et alors il y a le hasard de la pioche et tout, mais c'est un jeu qui amène énormément de choses autour de la table, qui crée énormément d'interactions avec pas grand chose, et qui apporte quand même ici et là des décisions. Il y a aussi des histoires de tornades, il y a aussi la récolte, qui est assez anecdotique parce qu'il y a qu'une carte, mais ouais, avec pas grand chose, c'est un jeu qui, toujours en 2023, franchement, en plus là il a été réédité avec les illustrations choupies de Osamu Inoue, c'est, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous rabat les oreilles avec il faut faire des jeux grand public et tout, familiaux, qui plaisent un peu à tout le monde. Et c'est là, en fait, pourquoi est-ce qu'on continue à en créer des jeux de genre
qui apporte en fait beaucoup moins qu'un jeu comme ça. Alors, c'est pas pour tout le monde, parce qu'effectivement, il y a ce côté très méchant, qui peut ne pas plaire, et encore une fois, il y a des parties comme dans That's Not a Hat qui peuvent être des gros flops. Mais pour moi, ça c'est plutôt positif, c'est que c'est des jeux qui ont un parti pris assez radical et qui osent quelque chose plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde. Mais en même temps, en termes de simplicité et d'accessibilité, ça explose la plupart des jeux qui sont designés dans ce sens, et c'est un jeu de 92. Et depuis 92, il n'y a jamais eu de version française. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que plutôt que d'aller chercher des trucs parce que c'est des auteurs francophones et que c'est plus facile et que c'est des copains, ça attend depuis 1992 d'être édité en français. Peut-être que l'édition de 4Games de 2023 va le remettre sur le devant de la scène et permettre une édition pour que... Parce que moi, je suis pas là à faire le snob en disant ouais, vos jeux auxquels vous jouez c'est nul. Pas du tout. Je joue au même jeu que vous, moi aussi, et je les trouve bien ou pas, peu importe. Mais c'est juste qu'un jeu comme ça, j'ai envie que le plus de monde y joue, parce que le plaisir que j'y prends, je me dis que d'autres personnes peuvent y prendre ce plaisir. Et moi, quand je l'ai fait découvrir dans les bonnes configurations, à chaque fois, ça a été un gros succès, et au point de se dire, vas-y, mais il est pas sur Ocaseo. Ah ouais, mais il faut l'importer. Et c'est dommage, parce que, encore une fois, moi, je trouve qu'il est bien meilleur que la plupart des trucs et qui sortent en boutique française. Et qui, en plus, a de la personnalité, contrairement à la plupart des jeux qui sortent. Je trouve que, ça a beaucoup plus de personnalité que la plupart des jeux sortis et créés pour sortir en 2023. Et ouais, on s'emmerde à faire des jeux qui sont aussi simples, et pourtant il y en a déjà qui existent, qui sont meilleurs. Donc si jamais quelqu'un peut éditer ce jeu-là, et pour que, en fait, alors vous pouvez aussi le proxy et tout en print and play, mais franchement, il y a une petite extension, peut-être que j'arriverai à la choper un jour ou pas, j'en ai pas besoin parce que le plaisir de jeu il est là. Incroyable jeu, en plus d'avoir une histoire très rigolote avec cette commande par Nintendo. Si vous avez l'occasion, vraiment, passez pas à côté. Et du Japon, on va rester au Japon avec quelque chose que Cocktail Games a ramené, voilà. Merci Cocktail Games. Faites venir aussi Harvest, s'il vous plaît. Trio, qui donc est connu sous son nom japonais comme Nana, un jeu de Kaya Miyano. Nana a été illustré par Saibepu, ici c'est Laura Michaud. Moi j'ai tendance à préférer les illustrations absolument adorables de Saibepu, mais c'est tout à fait lisible, et le travail de Laura Michaud est tout à fait correct, je vais pas juger ça, de toute façon c'est un jeu de cartes, et le côté mexicain et tout, ma foi, pourquoi pas. Alors j'ai dit que dans cette vidéo, j'allais pas faire un ordre de préférence. Et je l'ai pas fait, c'est vrai. J'ai plutôt essayé de faire des transitions. Et là il y a la transition Japon, mais c'est quand même celui-là mon jeu de l'année. Et en vrai, j'en doutais quasiment pas dès la première fois où je l'ai joué. Et je l'ai pas mis dans les bonnes surprises parce qu'en fait, moi j'en entends parler depuis depuis à peu près 2 ans maintenant, de Trio sous le format Nana. Parce qu'il y a notamment, moi vous savez que j'aime beaucoup les jeux de pli, et dans ces trucs il y a pas un seul jeu de pli ici. Il y a pas un seul jeu de pli, incroyable. Hipparcus c'était pas loin de l'être, et Magic Trick aussi, mais soit, et Potage Sauvage aussi. Mais donc celui-là en fait, alors c'est pas du tout un jeu de pli, c'est un jeu de mémoire et de déduction et d'information et tout, de communication. Mais les gens qui aiment les jeux de pli adoraient Nana, en le présentant comme un jeu de cartes et tout, un peu annexe, qui est pas un jeu de pli. Et du coup, moi j'en entendais parler, en fait, quand les gens ont commencé à parler de Trio, en fait, j'ai pas calculé que c'était Nana. Voilà, pour moi c'était un autre jeu, un nouveau jeu chez Cocktail Games, qui me rendait curieux, parce que Cocktail Games sort en général depuis quelques années, ils ont une édito très très solide en termes de sortie, et ils évitent de sortir trop de jeux. C'est parmi les éditeurs qui sortent le moins de jeux par an, et merci à eux pour ça, parce que au moins ils les travaillent, et si c'est pour sortir juste un trio par an, et ben ça suffit largement. Je préfère une boîte qui sort un trio comme ça par an et qui prend le temps de l'éditer, plutôt que des Yellow, des Matago, qui vont sortir je ne sais combien de jeux par an en espérant qu'il y en ait un qui marche, un qui soit meilleur, alors que la plupart effectivement sont oubliés et oubliables au bout de 2 semaines. Là, Trio, il y a un côté, je parlais de jeu atemporel. Bah c'est vraiment la sensation immédiate qui arrive quand en fait on joue à Trio pour la première fois, on se dit mais ce jeu date de quand? Alors il date pas de 2023, je crois que c'est 2021 que Kaya Miyano l'a créé, mais on pourrait se dire en fait c'est un jeu qui date d'il y a 300 ans. Parce que c'est une telle évidence, parce que déjà ça se joue avec un jeu de 52 cartes. Enfin des cartes de 1 à 12. Je crois que ça fait pas 52, mais soit, ça peut se jouer avec un jeu de cartes traditionnel, donc il y a ce goût du jeu de cartes traditionnel. Et en termes de mécanique, il y a cette évidence on classe ces cartes du plus petit au plus grand, il faut juste faire 3 brelans. C'est tout. C'est tout. Et à mon tour, bah pouf, je vais pas vous expliquer Trio, hein, mais je demande la carte la plus petite, la plus grande, et en plus de l'utilisation du jeu de cartes traditionnel et du sentiment de jeu ultra évident et extrêmement élégant, il y a ce côté qu'on peut avoir de memory, enfin de jeu de cartes posées au milieu, qui rappelle un peu un memory, mais qui twiste un peu l'utilisation habituelle qu'on a du memory de retourner 2 cartes.
c'est un jeu de mémoire, je disais. C'est aussi un jeu où on va prendre énormément d'informations. Je parlais de jeu de déduction parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on va prendre. Maintenant, Nana était de 2 à 6. Moi, quand j'ai commencé à lire les règles de Nana, j'ai essayé à 2, avec un jeu de cartes traditionnel, alors que Trio n'était pas annoncé, et c'était nul. Disons-le clairement, ça n'a aucun intérêt à 2, et c'est là que je parle de l'édition de Cocktail Games et du travail qu'ils ont fait, parce que, au-delà du relooking visuel, et du fait de le rendre plus largement disponible, ce qui, moi, ça me réjouit au plus haut point. C'est ça, moi, que je veux, hein. Quand je trouve un jeu génial, je veux pas le garder pour moi, je veux que la plupart des gens puissent y jouer. Eh ben, y a un super travail d'édition, puisque je parlais de potage sauvage, je trouve que Yellow a pas fait le taf là-dessus. Ils ont supprimé le mode de joueur. Et surtout, ils ont rajouté un mode par équipe. Le jeu Nana sans mode par équipe, ou le jeu de base trio, je le trouve excellent. Parce que c'est en fait tout ce que j'aime moi dans le jeu de société, c'est ce pourquoi je suis le plus sensible en général, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le travail des Japonais, très souvent, c'est le design par soustraction, et dans Trio, ou dans Nana, y a rien à enlever. C'est l'épure absolue, et j'adore aussi Love Letter pour ça, et il y a un côté d'une élégance, Take It Easy, il y a un petit peu ça aussi, mais un petit peu moins. Je trouve que, enfin, c'est le truc où on se dit pourquoi ça n'a pas été inventé plus tôt, et de quand ça date ce truc, et j'y jouerai encore dans 150 ans, enfin pas moi, mais je vois tout à fait en quoi ça peut s'installer pendant 150 ans ce jeu. Donc de base, de toute façon, j'adorais Nana. Et c'est du design que j'aime. C'est le design vers lequel moi j'aime aller si je fais des jeux aussi. Plutôt que de faire des couches et des couches. Le mode équipe, c'est rigolo parce que pour le coup les fans de jeux de pli on peut jouer alors que ça donne une vibe jeu de pli, alors que ce n'est pas exactement une, mais parce qu'on va s'échanger des cartes et tout. Et ça change beaucoup la sensation de jeu. Effectivement, je rejoins la plupart des gens, il y a des gens qui aiment qu'ils jouent en équipe et qui trouvent que le jeu en individuel est nul, ou inintéressant. Parce qu'ils y ont joué en équipe. Et je comprends. Parce que le jeu en équipe, effectivement, avec ce passage d'infos et tout, est brillant. J'ai fait un jeu de moi dessus où j'en parle en long, en large et en travers, et je trouve vraiment que c'est un jeu important, incroyable, qui moi, si je pouvais réinventer des jeux comme ça, mais j'aimerais tellement qu'il y ait que des jeux comme ça qui sortent, et je parlais des That's Not a Hat là aussi, comment avec quasiment rien, ça arrive à procurer autant de choses et une telle évidence, et encore pour revenir sur le travail de Cocktail Games, ils ont séparé la variante Picante de la variante de base, qui est qu'on peut gagner avec des trios complémentaires. Pour le coup, en termes d'iconographie, le travail de Laura Michaud est plus lisible que celui de Saibepu sur Nana, pour voir quelles cartes sont complémentaires, c'est des cartes dont la somme ou la différence fait 7, par exemple le 6 et le 1, ou et il y a ces 3 sets qui aussi, j'en ai pas parlé, mais voilà, le trio de 7 qui permet de gagner tout de suite, qui est une valeur centrale, ça entraîne plein de petites stratégies et de choix qui sont super intéressants. Alors c'est comme That's Not a Hat, un jeu qui travaille sur la mémoire immédiate, moi j'y suis nul, et ça donne des situations rigolotes, on dit mais tu viens de me le demander, et tu me le redemandes. Et donc je disais, ils ont séparé la variante Picante, qui est de gagner avec 2 trios complémentaires. Alors que dans le jeu de base Nana, ce mode de jeu, il était en fait cumulé avec le fait de gagner avec 3 trios. On pouvait gagner soit avec 3 trios, soit 2 trios complémentaires. Et moi au début, le fait de le séparer, je me suis dit c'est bon, c'était pas si compliqué que ça, vous faites ça pour des questions d'accessibilité. Après plusieurs parties, en fait c'est très intéressant d'avoir séparé, donc très bon choix d'édition encore, c'est du développement, ça donne vraiment une dynamique très différente, parce que en termes d'interaction, on peut couper l'herbe sous le pied de certaines personnes, et ça marche très bien en équipe ou en individuel encore une fois, donc un design de base brillant, épuré, éternel, incroyable, merveilleux. J'ai pas de mots pour définir Trio. Je parlais d'émotions avec Résistance, et Trio c'est un jeu qui me procure énormément d'émotions, alors pas du tout les mêmes, hein, la narration est pas la même, mais l'émotion c'est vraiment une émotion en termes de pure création et de game design, où je trouve ça merveilleux en fait qu'un tel jeu puisse être encore créé en 2023, et c'est très touchant en fait de se dire que aujourd'hui encore on peut créer des choses comme ça avec pas grand chose, et où on peut se dire que ça, encore une fois, ça aurait pu être créé il y a des dizaines d'années, et comment on peut créer aujourd'hui un classique, qui est de la force d'un trio. Donc, il y a ce diamant-là, qui est brut, j'adore la création du game design, j'adore le game design minimaliste, épuré et tout, que représente Trio. Donc, vraiment le travail de Kaya Miyano de base, c'est quelque chose que j'admire, et qui, moi, me touche vraiment du fait qu'on se dit, waouh, c'est incroyable.
Et derrière, il y a Cocktail Games, le travail d'édition dont j'ai parlé avec tous ces petits ajouts, et des bons choix, et encore une fois, en plus, je souligne le travail d'édition de Cocktail Games en tant qu'éditeur global qui évite de sortir plein de trucs, mais qui se concentre sur quelques sorties. Il y avait Super Mega Lucky Box, il y a eu Maudit Maudit, qui était incroyable, il y a celui-là. Voilà quoi, enfin, depuis quelques années, ils sont vraiment... je sais plus l'expression, mais en gros, c'est réussite sur réussite. Et celui-là, ouais, moi je trouve ça assez incroyable, et donc, il y a ce diamant brut, je disais, et Cocktail Games qui est venu le ciseler ici et là pour finalement proposer un résultat qui est fou, quand bien même moi je préfère un peu les illustrations de Saïbepou, peu importe. C'est une œuvre magistrale que je vous invite à essayer, que ce soit cette version, que ce soit Nana, que ce soit avec un jeu de cartes tradi, ou que vous achetiez ça. Pour moi, ouais, je l'ai dit, hein, c'est vraiment, y a pas de classement, mais celui-là, il finit en haut et j'ai pas la moindre hésitation là-dessus, et honnêtement, pour moi, il s'est imposé tout de suite comme un de mes jeux préférés de tous les temps, à côté d'autres, hein, mais je trouve ça d'un brillant incroyable. Donc, trio, il vient finir un trio de tête qui n'est pas vraiment, parce qu'il y a que lui qui est en tête, les deux d'avant, finalement, c'était pas par classement, donc voilà, je suis très très content qu'un jeu comme ça soit sorti en 2023, j'espère qu'il a eu le succès qu'il mérite en termes de vente, j'espère que plein de gens y ont joué, que vous ayez aimé ou pas, peu importe, et voilà, ça permet de finir sur une très très bonne note, et une note pleine d'espoir sur le game design, que ce soit cette partie sur les meilleurs jeux de 2023, ou cette vidéo de manière générale. Voilà, je ne sais pas ce que tu viens de regarder, si c'était les top à 2, les meilleurs jeux solo, les déceptions ou quoi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires, à partager et compagnie. Je m'attarde pas. Encore une fois, il y a d'autres vidéos sur les sorties de 2023, que ce soit francophones ou non, qui sont en lien dans la description ou sur la chaîne. Ou bien il y a la grande vidéo, si vous êtes courageux ou courageuse et que cette vidéo-là vous a motivé, tout y est chapitré, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Bonne année ludique, mais bonne année de manière générale, prenez bien soin de vous. Ciao!